Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO, L'enfant donner un sens aux apprentissages, 2021. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO, L'adulte, donner une maison à l'enfant, 2021. Monica Horowitz et Piotr KRZAKOWSKI, Dire, écrits intimes de psychanalystes pendant la pandémie. Journal de voyage en confignat, 2021. Bernard Chouvier, Le pouvoir des choses pour une analyse des objets, 2021. Véronique Marchizet, L'amour vrai n'est pas sur la rive de Die. L'alchimie des états amoureux, 2021. Valérie Blanco, dit de divan. Notion de psychanalyse illustrée d'extraits de séances, nouvelle édition, 2021. Frédéric Pérez, Le complexe de Frankenstein. Genèse et développement d'un monstre issu d'une relation pervertie. Approche théorique, clinique et thérapeutique, 2021. Patrick Angeraou, Le travail en équipe. Collusion incestuelle et meurtrielle, 2021. Nicolas Sajus, Psychopathologie du traumatisme psychique, 2020. Geneviève Allier, Clinique orthophonique avec éthique psychanalytique, 2020. Jean-Marie Boyer, Louis Kahn, Le Corbusier. Psychanalyse et architecture au XXe siècle, 2020. Jean-Paul Matotte, Le soi disséminé, 2020. Christiane Schaffner, Fertilité de la psychanalyse contemporaine, entretien avec Sylvie Faure-Pragier, 2020. Ludivine Richaud, De la mélancolie amoureuse à l'amour de la mélancolie, 2020. Exergue. Je semais devant eux des chemins surmontables. Egon Schiele. Prologue. Je semais devant eux des chemins surmontables. Cette phrase, extraite d'un recueil de textes d'Egon Schiele, 2016, m'a saisie lorsqu'elle m'est tombée sous les yeux. Elle approchait au plus près, dans une grande économie de mots qui restait à déplier, l'idée que je peux me faire aujourd'hui de mon travail de psychiatre et de psychanalyste. Des chemins surmontables. Les personnes qui me consultent, enfants, adolescents, adultes, ont en commun soit de ne plus distinguer de chemin, soit de voir les chemins possibles barrés par des obstacles infranchissables. Qu'ils puissent s'ouvrir comme surmontables insiste sur le caractère malaisé, inconfortable, de leur découverte et de leur parcours. Il n'est pas de récolte sans peine, dans la culture de notre simple vie, dès lors que l'enjeu serait qu'elle puisse être vécue comme une création personnelle. Cependant, pour que l'espoir persiste, pour que l'effort puisse être soutenu, il faut que celui-ci soit adéquat aux possibilités de cette personne-là, de ce moment-là, mais aussi qu'il permette d'exprimer la nature même, indéchiffrable et pourtant essentielle de ce que Winnicott appelait le vrai self. La part inconnue à soi-même de cette construction exceptionnelle et unique qu'est une existence vivante. Mais qu'est-ce donc que semer des chemins ? Un chemin d'ordinaire est ouverture dans la matière du monde, par où passer, ouverture qui se prolonge, s'engage, se poursuit et mène supposément quelque part. Vers quelque chose, une destination, au moins une étape, lieu ou site. Mon travail avec des enfants et des adolescents m'avait sensibilisé à la difficulté de se frayer un chemin dans une matière trop dense et saturée, obstruante, étouffante. J'avais développé l'idée d'une nécessaire déconstruction du contrat narcissique primaire. Ce donné qui à la fois attribue une place à l'enfant qui vient au monde, mais l'assortie de legs et de dettes qui peuvent entraver les chemins d'une existence personnelle. Cependant, cette déconstruction à elle seule ne constituait qu'un versant du travail de subjectivation. Il fallait que s'y associe le versant complémentaire, celui de l'enchantement, le maintien et le renforcement, souvent là aussi contre la résistance et la violence du monde adulte, d'un espace d'illusion, où puisse se déployer suffisamment une omnipotence créatrice, celle d'une pensée de la magie, héritière d'une transformation de la pensée magique des origines, Matotte 2014. L'idée d'un ensemencement s'inscrit dans la suite de celle de l'enchantement, dès lors que celui-ci se trouve entravé, en particulier dans ces situations où la destructivité a pris le pas sur la déconstruction, et où l'existence se retrouve menacée de paralysie ou de désertification.
Nulle direction ne se présente vers quelque horizon. La tentation est de laisser tomber, se laisser tomber, emprunter la seule voie qui reste au mouvement, celle de la pesanteur, celle de la chute. S'impose alors l'alternative d'une identification à la graine. Vers le sol, seul mouvement possible, verticalité mais augmenté de l'espoir d'un chemin inverse, du sol vers la lumière. La semence s'enfouit, se nourrit de la terre et parfois germe. La nouvelle plante pousse, s'arrangeant avec la loi de la pesanteur. La végétation occupe l'espace, en long, en large et en hauteur si les conditions lui sont favorables. Nul chemin humain ainsi ne se forme, si ce n'est par défaut, aux endroits où le semeur a arrêté son geste, ou ceux où la terre n'avait rien à offrir à la graine. Ainsi, il faudrait d'abord semer. Semer serait la condition première d'apparition d'une matière résistante, vivante, qui, prenant forme selon sa nature, devrait précéder l'idée même d'un chemin. Ainsi la tâche thérapeutique consisterait-elle d'abord à favoriser la croissance d'une matière vivante, d'une végétation, d'une nature propice, c'est-à-dire donnant l'envie, mais aussi la possibilité de s'y avancer en traçant un chemin. Schiele nous dit que la question n'est pas d'ouvrir un chemin avec, et encore moins pour nos patients, mais de soutenir le développement d'une végétation, là où il en manquait, une végétation qui s'accorde au climat, à la terre sans quoi elle ne se développera pas tout simplement. Cela prend du temps évidemment, il n'y a rien à couper, c'est tout l'inverse. Il faut attendre patiemment que cela prenne, veiller le mieux possible à ce que cela pousse. Ensuite, si le semeur a bien fait son travail, choisi des semences adaptées à cette terre et à ce climat, respecté la saison et le moment adéquat, apporté des soins suffisamment bons, une végétation se sera développée. Encore faut-il qu'elle donne à cette personne-là qui est venue nous trouver, avec qui nous avons semé, l'envie de s'y frotter, d'y entrer, d'en éprouver la résistance et les voies de pénétrabilité? Cela se fera-t-il? Nous ne le saurons que le moment venu, et sans être certains de pouvoir reconnaître ce moment. Mais si cette personne et cette végétation s'accordent, survient ce temps où se découvrent les espaces de passage que ménage leur rencontre, en même temps que toute une série de formes de vie parfois inattendues et même effrayantes qui peuplent ces espaces. Mais à partir de là, nous sommes déjà en train de sortir du tableau, ou bien est-ce lui qui nous devient étranger sans que nous sachions où et comment se produit cet effacement? Ce prologue est né d'un rêve que je relate un peu plus loin, et d'une expérience nouvelle. L'idée du livre lui-même s'est concrétisée pendant l'été 2019, alors que je terminais la rédaction de son frère théorique, Le soi disséminé. Perspective écosystémique et métapsychologie. Tous deux sont issus de la même matrice, L'homme décontenancé, qui n'a trouvé un éditeur que 2 ans après avoir été terminé, et n'était donc pas encore venu au monde lors de la conception de ses enfants. À la fin de l'été 2019 donc, l'anniversaire des 90 ans de mon père a réuni pour quelques jours la famille à Marseille, cité magique d'une autre vie possible. Le MUSEM proposait une rétrospective, Dubuffet, un barbare en Occident, initiative paradoxale pour honorer un peintre qui considérait les musées comme des lieux où s'éteint fatalement la vie des œuvres. J'y ai découvert une création émergeant de la matière, en particulier les grands tableaux où Dubuffet nous emmène dans les entrailles non différenciées de la terre-mère et nous y fait découvrir l'essence même de l'humain. Cette vision m'a fait percevoir un écho saisissant de mon intuition, sans doute issu des années de pratique clinique individuelle, de groupes et d'institutions, de la place centrale des parts non différenciées dans l'émergence tout au long de la vie, de configurations psychiques aménageant une pluralité propre à chaque humain, de niveau d'appréhension de notre rapport à nous-mêmes et à nos mondes. L'idée d'un livre mettant en perspective des impressions cliniques et des impressions esthétiques était née. Elle s'est renforcée au cours de l'automne et de l'hiver 2019 par plusieurs visites à la rétrospective Bacon au Centre Pompidou, puis au choc d'une nouvelle vision de l'œuvre de Hopper à la Fondation Bayeler. Je pense que l'œuvre des artistes, pris dans leur dimension processuelle, est l'expression du lent travail de découverte et parfois de création, de configurations psychiques s'approchant davantage du non différencié, qui leur permettent de retrouver à chaque fois un peu autrement l'essence même de leur être, leur part non encore formée, et donc, d'une certaine manière, n'ayant pas encore accédé à une pleine existence réflexive. Il en va ainsi de tous les artistes, peintres et musiciens à coup sûr, mais également écrivains et poètes. Pour quelques raisons, sans doute en lien avec la prédominance du visuel dans l'organisation de mes configurations psychiques,
l'œuvre des peintres me touche-t-elle davantage que la musique, vis-à-vis de laquelle il m'est rarement possible d'arriver à me trouver entre dedans et dehors, dans un fonctionnement informe, transitionnel, disait Winnicott. Le plus souvent je reste extérieur, j'écoute la musique qui m'occupe l'oreille mais ne va guère plus loin. Soit rarement j'entre en elle, je ne l'entends plus, je m'y noie. Elle m'absorbe totalement, ne laissant aucune trace identifiable de son passage lorsqu'elle s'est tue. C'est aussi la raison pour laquelle, sans doute, j'apprécie beaucoup l'opéra. La coïncidence d'une composition et d'une narration figurée me permet d'accéder, souvent au prix d'un assoupissement inaugural passager, à cet espace intermédiaire où une pensée émue, certes sur un mode mineur, mais au moins personnel, prend forme en moi sous l'influence générative de l'œuvre. Voici donc retracé l'itinéraire conscient du projet de ce livre, mais pas encore le moment où prend forme ce prologue, pourtant comme déjà depuis longtemps tracé dans ses grandes lignes. Nous sommes le 11 avril 2020, et cela fera bientôt un mois que l'exceptionnelle pandémie covidienne bouleverse le quotidien de populations entières, ici soumises au confinement. Cette pandémie en rappelle une autre, autrement plus meurtrière, de 1919 à 1920, qui fit 50 millions de victimes. Parmi elles, Marie Chilleux, l'épouse d'Egon, qui ne lui survécut que 3 mois. Une année avant que la citation de Chilleux ne me tombe dessus, j'avais formé le projet de planter sur l'île grecque déjà évoqué dans mon livre précédent, un vignoble. Modeste, certes, 150 pieds, mais témoin à coup sûr d'un certain enracinement. En outre, dans cette occurrence, plantation et non semaille. Mais néanmoins, réalisation de l'idée réjouissante d'une terre qui produit un breuvage, potion magique pour les temps à venir. Cependant, le paysan laboure, beaucoup trop profondément et systématiquement, l'idée finit par faire son chemin et trace des sillons, le viticulteur plante des rangs. L'humain modèle, transforme, ordonne selon ses peurs et ses croyances. Rentabilise, outrepassant ses besoins. Car si la vigne vierge ne produit qu'un pauvre raisin, une terre trop riche, gavée d'engrais, excède la vigueur des cépages et ôte la saveur des baies. Un vignoble ou un champ cultivé ne sont guère propices à la liberté de cheminer. Peut-être touchons-nous là au paradoxe du soin psychique. Son organisation est ce qui le rend possible. Mais cette organisation même, quelle qu'elle soit, s'oppose au mouvement spontané qu'elle recherche. C'est au fond le cheminement même de Wilfrid Bion, lorsqu'il pose la nécessité, après avoir exploré les transformations en cas, d'une transformation en haut. La fréquentation de la pensée de Bion s'est imposée à moi au fil des années, à côté de celle devenue trop familière de Winnicott. Aussi, lorsqu'il m'est apparu que la voie qui convenait à l'élaboration de ce livre serait celle d'un séminaire, ai-je sollicité pour m'y accompagner mon collègue Rudy Vermote, auteur d'un ouvrage de référence récent en la matière, Reading Bion, Routledge 2020. Je le remercie pour ses contributions, toujours originales et décalées, à l'occasion de nos échanges. Je voudrais remercier également Jean-Pierre Pirot, psychanalyste professionnel et cinéaste amateur, qui m'a fait l'amitié de filmer les séances de ce séminaire, enregistrement de ces moments où j'ai pu reprendre autrement mes élaborations, soutenu par la présence et l'attention bienveillante des collègues qui m'ont aidé dans cette mise en forme. Mais revenons à ce matin d'avril 2020, où je m'éveille d'un rêve. Un rêve, et quelques associations. Je me trouve devant un ensemble de petits immeubles assez neufs et propres. La lumière est claire et l'ambiance plutôt avenante. Cette image du rêve sera associée au réveil, à l'ensemble résidentiel récemment construit au sein duquel se trouve la résidence pour personnes âgées où mon père termine ses jours dans l'isolement mortifère imposé aux plus faibles, sous prétexte de les préserver de la Covid. Ce lotissement a été édifié sur l'emplacement d'un ancien internat spécialisé accueillant des enfants et des jeunes présentant des troubles psychiques catégorisés comme handicap, caractériels, déficiences intellectuelles, etc., où ils apprenaient les métiers de l'horticulture. Un passage entre deux de ces bâtiments mène vers l'entrée d'une institution hébergeant des jeunes à problème. Ce passage est sombre et étroit. Un peu plus loin, un autre passage, plus lumineux, donne accès à un espace public couvert, mais que les jeunes utilisent pour aller et venir, se regrouper, traîner. Quelques résidents des immeubles sont rassemblés à cet endroit et se plaignent, à moi mais peut-être à d'autres aussi, du désordre et du dérangement voire de l'insécurité que génère pour eux la présence de ces jeunes.
J'entreprends de visiter cet espace qui s'étend de l'entrée où je me trouve, située en bas, pour se déployer vers le haut, dans un mouvement ascendant continu qui découvre des volumes assez amples, évoquant une galerie marchande suivant la pente du terrain. Tout est cependant laissé quelque peu à l'abandon, négligé et sale, avec des accumulations d'objets usagés, cartons, papier et déchets à certains endroits, tags et graffitis sur les murs, tandis que de petits groupes de jeunes agglutinés traînent par-ci par-là. Sur la gauche se trouve une sorte de bar-café où s'activent plusieurs serveurs, indifférents à l'impression de délabrement du lieu, qui préparent et servent des boissons. À l'extrémité supérieure de cet espace s'ouvre un autre accès, qui donne sur une route bordant un parc arboré, à l'arrière et au-dessus des petits immeubles. Cette représentation, au moment où j'écris ces lignes, à distance du rêve, me fait penser à ces tableaux d'Edward Hopper où des habitations peintes de couleurs vives sont comme adossées, ou situées en vis-à-vis, d'une masse de végétation verte ou brune assez compacte et relativement floue. Également, à ces films tournés sur les hauteurs de Hollywood, Mulholland Drive, de David Lynch, 2001, ou Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, 2019. Mon rêve devient alors obsédant, à mi-chemin de l'éveil. La question qui m'occupe est celle de transformer ce lieu de conflit, de tension, mal ou non investi. La préoccupation des résidents se limite à l'idée de contrôler ces jeunes, dans le sens d'une répression. L'intervention et la surveillance policière, à défaut d'une expulsion pure et simple, qu'ils ont implicitement à l'esprit, ne feraient, me dis-je dans mon rêve, que tendre davantage le rapport entre eux et les jeunes. L'idée émerge d'une pluralité d'espaces différents qui seraient aménagés au sein de cet ensemble, chacun de ces lieux particuliers étant organisé, aménagé et géré par une des communautés des environs, les jeunes du centre d'hébergement, les résidents des immeubles, mais d'autres encore, y compris un groupe de néo-nazis. Cette idée d'un espace constitué par la juxtaposition d'espaces plus petits me semble, dès mon réveil, en lien direct avec mes lectures de la veille, La théorie de l'art moderne de Paul Klee, 1956, et surtout avec une étude de l'œuvre de Kandinsky par Jacques Lassaigne, 1963, publiée dans une petite collection ancienne, joliment reliée et illustrée, dirigée par Albert Schira. J'associe la pensée des nazis dans mon rêve au fait que l'œuvre de Klee comme celle de Kandinsky firent partie de cet art dégénéré, haï, quoique vendu à bon prix lorsque c'était possible, par la clique hitlérienne, mais aussi au décès de ces deux amis, qui ont profondément marqué la peinture moderne dans ces temps de destruction accélérée de l'humanité de l'homme, le premier en juin 1940, le second en décembre 1944. La haine de soi et de l'autre, la destructivité extrême des sociétés humaines doit pouvoir trouver une place. Deux tableaux de Kandinsky mis en exergue par Lassaigne me viennent à l'esprit. L'un de 1914, peinture avec tache rouge, et l'autre de 1921, tache rouge 2. Entre ces deux dates, et en particulier tout au long de l'horreur de la Première Guerre mondiale, suivie par la révolution bolchevique, puis par l'hécatombe de la grippe dite espagnole, Kandinsky traverse une période de pérégrination, de pauvreté, d'angoisse, où les difficultés matérielles viendront paralyser chez lui jusqu'à l'acte de peindre, Lassaigne, 1963. Le tableau de 1914 se situe dans un moment où, selon Lassaigne, sa production picturale s'est ralentie. Il est arrivé au bout de certaines de ses recherches, des surcharges d'intention, Ibid. En 1921, il est revenu depuis 6 ans dans ce qui est devenu l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'abord à Odessa, puis à Moscou. Il s'est remarié en 1917, s'est dévoué à la propagande artistique et à l'enseignement universitaire, a fondé l'Académie des sciences artistiques. Il va cependant bientôt quitter son pays d'origine, et retrouver Klee à Weimar pour participer à l'aventure du Bauhaus. Comparant les deux tableaux, Lassaigne relève comment les formes qui s'étaient presque complètement dissoutes reprennent corps, se condensent. Elles se séparent de toute idée d'évocation, du frémissement des apparences, pour retrouver fermeté, décision, netteté, pureté. Elles tendent alors non pas vers des figures rigides, mais vers des modulations de formes géométriques élémentaires fondamentales. Lassaigne, 1963. Retour à mon rêve. Comme Kandinsky, j'entreprends d'organiser un espace de formes et de couleurs dont la conjugaison compose une structure d'ensemble à partir de l'harmonie géométrique de ses parties. La consigne commune à laquelle je parviens consiste à proposer à ces groupes hétérogènes et conflictuels de représenter, dans la portion d'espace qui leur est attribuée,
ce qu'ils aiment ou leur semble important dans la vie et la mort humaine, d'une manière qui puisse être accessible et éventuellement partagée par d'autres. J'éprouve dans mon rêve une nette satisfaction intellectuelle, le sentiment d'un ordre qui émerge du chaos pour l'organiser, mais cela ne dure pas, tout cela ne cesse de tourner et retourner dans ma tête, dans un état proche de l'éveil, et m'empêche de me rendormir pour de bon. À un moment cependant, j'éprouve cette agréable sensation d'engourdissement envahissant tout mon corps, que j'identifie comme une chute lente dans le sommeil. Celle-ci cependant s'arrête en chemin. Des pensées obsédantes, cette fois non mémorables, me reprennent et me maintiennent dans la frustration d'un sommeil qui se refuse. J'entends alors le vol d'un bourdon qui doit se trouver derrière le rideau, à l'endroit où la fenêtre est entr'ouverte, limite du dedans et du dehors, bourdonnement tranquille, régulier et réjouissant d'un insecte rondouillard et un peu pâteau que j'affectionne depuis toujours, annonçant la matinée ensoleillée qui commence. Je somnole tranquillement jusqu'à la déclaration radiophonique, marquant le début officiel de ma journée. Ce rêve est en phase avec le projet de ce livre. Rendre compte des espaces divers que nous découvrons et traversons dans nos vies comme artistes ou simples humains, et des chemins surmontables que nous tentons de maintenir accessibles et vivants, émergeant du fond mystérieux de ce qui est au-delà de la vie, ce lieu terrible et étrange auquel nous introduit l'idée de ce que nous appelons la mort. Mais je voudrais encore dire quelque chose de l'expérience personnelle, qui me semble avoir mis en place les conditions d'une résonance particulière des mots d'Egon Schiele. J'ai signalé un peu plus haut que je m'étais mis en tête de planter un petit vignoble sur le terrain en pente douce d'une petite vallée qui descend vers la mer, au sud de l'île cycladique de Milos. Assez vite, les questions que je me posais quant au bon développement des plants de vigne m'ont amené à entamer une formation très sérieuse d'ouvrier viticole. À partir des notions de biologie et de chimie, centrées sur la vie de la vigne et les processus de vinification, ce qui m'est apparu avec force, c'est l'équilibre complexe dans lequel l'élevage du vin introduit l'action humaine. Bien sûr, la viticulture suppose une domestication de cette liane qu'est la vigne. Sans une taille régulière, elle se développe en buisson et ne produit que de petites quantités de raisins au goût médiocre. Mais en revanche, un vin de qualité ne s'obtient que si le viticulteur pense chacune de ses interventions en fonction de leurs effets à tous les niveaux des dynamiques complexes qui se jouent entre le climat, la composition de la terre, la présence et l'écoulement de l'eau, la géométrie et l'exposition du terrain, la flore et la faune locale, incluant les insectes, les champignons, les bactéries, les virus, et bien sûr le type de porte-greffe et de cépage choisi pour la plantation. Lorsque le vigneron s'immerge dans ce monde très spécifique, il est inévitablement amené à en faire partie. Il doit trouver les meilleurs compromis entre les ravageurs qui menacent le vignoble et les prédateurs qui le protègent en régulant les populations des premiers. Il lui faut équilibrer les apports et les inconvénients de la végétation adventice, en fonction de la vigueur du plant, de son âge, de l'évolution de son développement, des variations de la pluviométrie, du gel et de l'ensoleillement, de la présence de ses ravageurs et prédateurs. Les tailles qu'il pratique doivent permettre que la production de raisins soit suffisante mais limitée, afin de garantir une concentration optimale des sucres, des tanins et des arômes. Elles doivent aussi respecter le courant de la sève, et non l'entraver par des bifurcations inutiles ou des plaies mutilantes. Tous ces soins se prolongent lors de la vendange et de la mise en œuvre délicate des processus de vinification. Et malgré tout, au bout du compte, d'une année sur l'autre, d'une parcelle à l'autre, rien n'est vraiment prévisible. Tout peut s'abîmer à n'importe quel moment dans des proportions variables, ou au contraire produire une cuvée exceptionnelle. Cette expérience ébauchée d'un apprentissage de la viticulture m'a donc permis d'éprouver de manière plus charnelle l'émergence conjointe d'une réalité nouvelle, d'un nouveau monde, et d'une manière d'advenir à leur présence, ce que j'appelle une configuration psychique. Ce livre est donc issu d'un séminaire visant à discuter un ensemble de perspectives métapsychologiques sous-tendant l'élaboration d'une perspective polytopique du psychisme, définie comme l'ensemble les fonctionnements organisant les rapports de l'individu humain aux différents niveaux de réalité qui composent ces mondes. Il approfondit certains axes de mon livre de 2019, L'homme décontenancé. De l'urgence d'étendre la psychanalyse, dans lequel je développais l'idée de la nécessité de repenser le rapport de l'homme à la réalité, et pour la psychanalyse, de remettre au travail l'adossement d'une réalité interne, psychique, à une réalité externe, matérielle.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.